Janvier 1945. L'armée rouge franchit la frontière du Reich. Ce n'est plus un territoire ennemi ordinaire. C'est l'Allemagne, le pays qui a envoyé ses troupes jusqu'à Stalingrad, jusqu'au faubourg de Moscou, jusqu'aux villages brûlés de Biélorussie. 4 ans de guerre d'anéantissement, 4 ans de morts, de villes rasées, de populations civiles prises au piège entre deux désarmés. Et maintenant, les soldats soviétiques marchent vers l'ouest, et sous leurs bottes, ce n'est plus la terre étrangère, c'est la terre de celui qui a tout brisé chez eux. Le tableau qui s'ouvre devant eux, à mesure qu'ils avancent de la Vistule vers l'Oder, est une terre calcinée. Non pas brûlée par eux cette fois, mais par les combats, par les bombardements, par le passage de la guerre. Villages vides, routes défoncées, fermes éventrées. Et puis, surtout, les camps. Auschwitz, dès le mois de janvier, est tombé. Majdanek est aux mains des soviétiques depuis l'été précédent. Les soldats qui entrent dans ces enceintes trouvent ce que la propagande nazie prétendait ne jamais avoir existé. Des squelettes en pyjama rayés, entassés dans des baraques où l'air garde encore l'odeur du phénol et de la chair brûlée. Des montagnes de cheveux, de lunettes, de chaussures d'enfants. Des fours que l'on n'a pas eu le temps de détruire entièrement, ou que l'on a voulu montrer aux visiteurs des commissions internationales, mais dont les cheminées disent tout. Les convois de documents saisis par les services politiques de l'armée rouge partent vers Moscou. Ce sont les dossiers administratifs du meurtre de masse. Fiches d'enregistrement, inventaire de biens confisqués, photographies, ordres de transfert. Pour les soldats qui les feuillettent, souvent en silence, la guerre change de visage. Elle n'est plus seulement une guerre de mouvement entre armées, elle devient une guerre contre un système qui a voulu exterminer des peuples entiers, et qui a presque réussi. Chaque soldat de cette offensive emporte avec lui une mémoire privée, qui n'a rien d'officiel. Un père tombé à Stalingrad, une mère morte sous les bombes à Smolensk, un frère disparu dans les marais de Biélorussie, là où les Einsatzgruppen ont pendu les habitants des hameaux aux branches des chênes, là où des villages entiers ont été enfermés dans les granges et brûlés vifs. Un camarade de classe qui n'a pas eu 20 ans et dont le nom figure sur une liste, quelque part dans un cahier conservé par une tante. Ces morts-là, ce ne sont pas les chiffres des communiqués, ce sont des visages. Et chaque Allemand que le soldat rencontre désormais, chaque maison allemande qu'il aperçoit, devient le rappel inversé de ce qu'il a perdu. Parce que l'Allemagne, elle, n'a pas été bombardée en 1941. Elle n'a pas connu la famine organisée, les villages brûlés, les populations entières déportées vers l'Est au nom d'un espace vital. Les civils allemands, dans leur ville encore relativement intacte, représentent, aux yeux du combattant soviétique, l'image d'un foyer qui aurait pu être le sien si la guerre avait pris un autre cours. Moscou le sait. Le Kremlin a donné ses ordres. Staline exige la discipline, exige que les soldats se souviennent qu'ils libèrent l'Europe, et non qu'ils se vengent. Les officiers politiques reçoivent des directives claires. Aucun pillage, aucune violence contre les civils, sinon des sanctions exemplaires. Sur le papier, tout est prévu. Mais sur le terrain, la réalité est différente. Les rapports qui remontent par les voies hiérarchiques sont souvent enterrés. Le commandement ne veut pas entendre ce qui pourrait ralentir la marche vers Berlin. La priorité absolue, celle qui mobilise l'énergie de l'état-major, c'est la capitale du Reich. C'est la date butoir, le 1er mai, jour de la solidarité internationale des travailleurs, où le drapeau rouge devra flotter sur le Reichstag. La discipline à l'arrière du front passe au second rang. Les commandants de division, eux-mêmes lancés dans une course contre la montre, ne prennent pas le temps de sanctionner les écarts. Ils regardent ailleurs. Ils ont besoin de chaque homme pour l'assaut final. Les premiers villages allemands que les unités soviétiques atteignent au cours de ce mois de janvier donnent le ton de ce qui va suivre. Les drapeaux blancs apparaissent aux fenêtres, cousus hâtivement avec des draps. Les habitants se terrent dans les caves, derrière les portes barricadées de meubles. Mais tout n'est pas soumission. Ici et là, des fanatiques,
souvent membres de la Hitlerjugend ou du Volkssturm, résistent avec des armes dérisoires et paient de leur vie ce qui ressemble plus à du désespoir qu'à de la stratégie. La guerre, en Allemagne, ne s'arrête pas d'un coup. Elle s'effiloche, elle s'éteint par lambeaux, et chaque lambeau coûte encore du sang aux deux côtés. Et puis il y a l'autre choc, celui qui n'est pas celui des combats, mais celui des intérieurs. Les soldats soviétiques, qui poussent les portes des maisons allemandes, découvrent un confort qu'ils n'ont jamais connu chez eux. Des buffets en bois verni, des vaisseliers remplis de porcelaine, des armoires pleines de vêtements en tissu épais, des vélos d'enfants dans les entrées, des appareils de radio, des bibliothèques garnies. Pour des hommes qui ont grandi dans des isbas sans électricité et des kolkhozes où la nourriture était rationnée, où le poêle se chauffait au bois de la forêt voisine, ce spectacle produit un vertige. Le contraste est si brutal qu'il en devient obscène. Et ce vertige, les officiers politiques le connaissent. Ils savent que c'est dans cet écart que se loge la colère, et que la colère, quand elle n'est pas canalisée, devient autre chose. C'est dans ce contexte que Staline prend, au début de l'année, une décision qui va marquer toute la suite. Il écarte le maréchal Konstantin Rokossovski du premier front biélorusse et le nomme à la tête du deuxième front biélorusse, sur le flanc nord de l'offensive. Rokossovski, polonais né à Varsovie, prudent, méthodique, rasciotliwy, comme on dit dans la langue de ses officiers, laisse à Zhukov son état-major, conduit par le général Malinine. Le choix est politique autant que militaire. Staline veut à Berlin un chef impétueux, brutal, qui ne tolère aucune objection. Un homme qui a sauvé Moscou en 1941 et qui portera l'assaut final sans état d'âme. Zhukov, Triebovatilnej Jestokesti, comme le décrit l'un de ses biographes, est cet homme. Rokossovski, lui, avancera lentement, plus au nord, avec moins de pertes, en s'assurant de couper les renforts allemands venus de Poméranie. Sa mission est de protéger le flanc, pas de prendre la capitale. La course vers Berlin, c'est l'affaire de Zhukov, et, au sud, celle du maréchal Konev. Le général américain Eisenhower et le maréchal britannique Montgomery attendent à l'ouest. Les Alliés approchent du Rhin. Moscou ne veut pas voir le drapeau soviétique arriver deuxième sur le Reichstag. La priorité de la discipline interne est, de fait, subordonnée à la priorité de la vitesse. Les rapports sur les exactions s'accumulent dans les chemises des officiers politiques. Ils dormiront là, pour la plupart, jusqu'à la fin de la guerre. Le commandement a d'autres chats à fouetter. À la mi-avril 1945, les unités de pointe du premier front biélorusse sont aux portes de Berlin. La ville est ceinte de fortifications, défendue par des soldats réguliers, par les réservistes du Volkssturm, par les adolescents de la Hitlerjugend. À l'intérieur, la population civile attend, terrée dans les caves. L'armée rouge a parcouru en quelques semaines la distance qui sépare la Vistule de l'Oder, et elle a traversé dans cette marche un territoire allemand encore largement peuplé, encore relativement intact. Elle y a laissé des marques. Les marques que l'on verra dans les villes, dans les villages, dans les mémoires. Et la route de Berlin, pour des milliers de soldats, est désormais une route de vengeance, où chaque pas de plus est un pas de plus dans la colère accumulée depuis Stalingrad, depuis les marais biélorusses, depuis les fours que l'on a découverts à l'Est. La route de Berlin est une route de vengeance, et cette vengeance va bientôt trouver son déversoir. 16 avril 1945. L'aube se lève sur l'Oder. À 5 heures du matin, heure de Moscou, plus de 1000 pièces d'artillerie ouvrent le feu en même temps. Le sol tremble sur des kilomètres. Les premières lignes allemandes disparaissent dans un nuage de poussière et de fumée. Le ciel au-dessus de la rivière devient rouge, puis noir, puis blanc, puis rouge encore. C'est le début de l'opération de Berlin, le plus grand assault de l'histoire militaire soviétique. Le maréchal Zhukov est prêt. Rokossovski, sur le flanc nord, est prêt. Konev, au sud, est prêt. Derrière les pièces d'artillerie, 1,5 million d'hommes, plus de 6000 chars, plusieurs milliers d'avions.
Devant eux, les hauteurs de Zelo. Les hauteurs de Zelo, c'est la dernière barrière naturelle avant Berlin. Une ligne de crête boisée, haute d'une trentaine de mètres, qui domine les plaines marécageuses de l'Oder. Les Allemands y ont creusé, depuis des mois, 3 lignes de défense successives. Des tranchées, des bunkers en béton, des nids de mitrailleuses, des champs de mines anti-chars, des fossés à obus, des barbelés. C'est le verrou que toute la stratégie de Zhukov doit faire sauter. Et c'est ici que le maréchal déploie son idée la plus discutée de la guerre. 140 projecteurs anti-aériens, braqués en une seule nuit sur les pentes de Zelo, pour aveugler les défenseurs au moment où l'infanterie soviétique passera à l'attaque. Sur le papier, l'effet est censé être psychologique. La lumière crue, venue du néant, doit figer les Allemands dans leurs tranchées, doit les désorienter, doit leur faire croire à une arme inconnue. Zhukov y voit un coup de génie. Dans la réalité, la nuit d'avril sur l'Oder est brumeuse. La lumière des projecteurs se brise dans l'humidité, rebondit, revient en arrière. Elle éclaire aussi les assaillants. Les Allemands, réveillés par le vacarme de l'artillerie, n'ont pas besoin de leurs yeux pour ajuster leurs tirs. Ils ont des fusées éclairantes, et ils ont l'habitude du terrain. Quand l'infanterie soviétique se lance à l'assaut des pentes, elle avance dans une lumière qui la désigne aux mitrailleuses, comme sur une scène de théâtre. Les pertes sont énormes. Le plan prévoyait la percée en une nuit, au plus tard 2. Il faudra 3 jours complets, et le sacrifice de dizaines de milliers d'hommes pour que les lignes de Selo cèdent enfin. Le 20 avril, les crêtes sont prises. Le premier front biélorusse a perdu, en quelques jours, plus de 80 000 hommes, tués, blessés, disparus. C'est plus que la population entière d'une ville moyenne de l'Union soviétique. Zhukov le sait. Il sait aussi que, pendant ces mêmes jours, Koniev, au sud, a percé plus vite. Les blindés du premier front ukrainien sont déjà sur les hauteurs qui dominent Berlin par le sud. Koniev menace de couper la route au premier front biélorusse, de prendre le Reichstag avant Zhukov. La guerre des égaux commence. Les 2 maréchaux demandent à Staline l'autorisation de lancer leurs chars sur Berlin. Staline laisse faire. Il sait que la concurrence entre ses commandants sert ses intérêts. Elle pousse les hommes en avant, plus vite, plus loin, avec moins de retenue. Zhukov exige qu'on attaque de jour comme de nuit, sans pause, sans relève. Les régiments s'épuisent. Les chars tombent en panne, faute de carburant, faute de pièces. Les fantassins s'effondrent de fatigue dans les fossés. La discipline se délite. Les officiers politiques, débordés, ne parviennent plus à tenir leurs unités. Rokossovski, lui, avance au nord avec une autre méthode. Plus lent, plus prudent, il s'assure que chaque mouvement est coordonné avec l'artillerie, que chaque village est nettoyé avant d'être dépassé, que chaque carrefour est tenu. Sa mission est de couper la Poméranie, d'empêcher les renforts allemands d'atteindre Berlin. Il l'amène avec perte moindre et discipline préservée. Ces rapports, eux, signalent moins d'écart. Les hommes se battent mieux quand ils sentent que le commandement les voit. C'est une leçon que Rokossovski a apprise depuis Moscou, en 1941, et qu'il n'a pas oubliée. Puis vient Berlin. La bataille de la ville commence dans les derniers jours d'avril. C'est un autre genre de guerre. Les rues sont étroites, les immeubles massifs, les caves profondes. Les artilleurs soviétiques ne peuvent plus utiliser leurs pièces de campagne sans risquer de toucher leurs propres troupes. L'infanterie avance maison par maison, étage par étage, pièce par pièce. Souvent, il faut démolir un mur au lance-flammes pour passer dans la rue suivante. Les fenêtres des étages sont occupées par des tireurs d'élite. Les caves sont transformées en bunkers par les défenseurs. La visibilité ne dépasse pas 50 mètres dans la fumée des incendies. Le Spree coule sous les ponts détruits, mêlés aux décombres. Dans les caves, il y a les habitants. Des vieillards, des femmes, des enfants. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'électricité.
Ils sont là depuis des semaines, sous les bombes, dans l'obscurité, à écouter les murs trembler. Quand les soldats soviétiques ouvrent les portes, ces gens sortent à la lumière avec des yeux qui ne distinguent plus rien. Certains offrent ce qu'ils ont, une bouteille de vin, une montre de famille, un sac de café. D'autres se taisent et attendent. C'est dans ces caves et dans les appartements abandonnés que commence le pillage à grande échelle. Les montres d'abord, 3, 4, 5 à chaque poignet. Les vélos, les appareils de radio, les vêtements, la vaisselle, les appareils photo. Les soldats fouillent les maisons avec la méthode de ceux qui ont tout perdu chez eux. Ils vident les armoires, démontent les robinets, arrachent les cadres. Ils embarquent ce qu'ils peuvent porter. Les officiers politiques rédigent des ordres, patrouilles, postes de contrôle, menaces de tribunal militaire, menaces de peloton d'exécution. Les ordres existent. Ils ne suffisent pas. Le 30 avril 1945, le drapeau rouge est hissé sur le Reichstag. La photographie fait le tour du monde. C'est l'image que l'Union soviétique attendait. Le 1er mai, jour de la solidarité internationale des travailleurs, le drapeau flotte sur la capitale ennemie. La mission est accomplie. La guerre, en Europe, s'achève dans les jours qui suivent par la capitulation sans condition de la Wehrmacht. Le bilan de l'opération de Berlin est écrasant. Environ 80 000 soldats soviétiques tués, près de 300 000 blessés. Soit davantage, à lui seul, que les pertes américaines dans toute la guerre en Europe. Pour chaque immeuble pris, pour chaque rue franchie, le prix a été payé en vies humaines. Et derrière ce bilan militaire, il y a un autre bilan, plus discret, que personne ne consignera dans les communiqués. Car pendant ces jours d'assaut, pendant ces nuits où les villes brûlaient, un autre front s'est ouvert, souterrain, sans uniforme, sans drapeau. Un front qui n'apparaît sur aucune carte d'état-major, mais que les habitants de Berlin n'oublieront jamais. Les rapports des officiers politiques s'accumulent sur les bureaux des généraux, où ils rejoignent d'autres rapports, plus tardifs, venus des services de sécurité. Les commandants de division, débordés par les combats, n'ont ni le temps ni les moyens de faire respecter les ordres qu'ils ont eux-mêmes reçus de Moscou. Joukov, entièrement absorbé par la manœuvre, délègue à ses subordonnés ce qu'il ne peut plus traiter. Et ses subordonnés délèguent à leur tour, jusqu'au moment où la chaîne de commandement ne commande plus rien du tout. Le 1er mai est un jour de liesse pour les soldats soviétiques. Le Reichstag est pris. La capitale du Reich est aux mains de l'armée rouge. Les cloches du Kremlin sonnent. Les salves d'artillerie retentissent à Moscou. La presse publie des photos de soldats souriants, de tanks couverts de drapeaux rouges, de jeunes officiers décorés sur les marches du Reichstag. L'Union soviétique a gagné sa guerre. Le monde entier le sait. Mais ce 1er mai ne dit pas tout. Il ne dit pas ce qui se passe dans les caves, dans les rues, dans les appartements où les propriétaires ont fui ou sont morts. Il ne dit pas ce que les habitants de Berlin raconteront plus tard à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et que les historiens recueilleront un jour, dans des entretiens, dans des journaux intimes, dans des témoignages déposés aux archives. Il ne dit pas ce qui se passe derrière les lignes, là où la discipline n'existe plus, là où plus rien ne retient les hommes qui ont vu la mort de trop près pendant 4 ans. 30 avril 1945, le drapeau rouge sur le Reichstag. 1er mai, la victoire. Et, derrière ces images, une autre histoire, plus sombre, dont on ne parlera pas avant des décennies. Le 1er mai 1945, la guerre s'achève officiellement en Europe. Mais pour les habitants de Berlin et pour les soldats soviétiques qui occupent la ville, une autre période commence. Elle n'a pas de nom officiel. Elle n'aura jamais de date de fin précise. Les Berlinois, plus tard, l'appelleront simplement les jours de terreur. Pour les soldats, c'est un moment où plus rien ne retient ce qui s'est accumulé pendant 4 ans de marche vers l'ouest. L'armée soviétique est entrée dans Berlin avec la discipline qu'impose la bataille. Une fois la bataille gagnée, cette discipline s'effondre,
et ce qui la remplace n'est plus de l'ordre militaire. Les caves à vin, les entrepôts d'alcool abandonnés par les Allemands, les pharmacies, les réserves des hôtels, les celliers des particuliers, tout est ouvert, tout est bu. L'alcool coule en quelques jours dans les unités, et avec lui disparaît ce qui restait de contrôle. Les patrouilles existent, les ordres de répression existent, les menaces de tribunal militaire existent. Mais les commandants de compagnie, épuisés par l'assaut, ne parviennent plus à faire respecter ce qu'ils ont eux-mêmes ordonné. Dans les caves des immeubles berlinois, les habitants vivent dans la terreur permanente. Les hommes valides ont fui, sont morts ou ont été faits prisonniers. Restent les femmes, les vieillards, les enfants. Les femmes se coupent les cheveux très courts, se noircissent le visage avec de la suie, enfilent des vêtements de vieilles, espérant devenir invisibles. Elles cachent ce qu'elles possèdent de valeur dans des boîtes enterrées sous les planchers, dans des murs reconstruits à la hâte, dans des cheminées condamnées. Elles savent ce qu'elles risquent à montrer une bague, une montre, un service de table. Elles le savent par les voisines, par les cris entendus dans la rue, par les portes enfoncées chez celles d'en face. Un journal anonyme, écrit par une berlinoise au jour le jour, sera publié à l'Ouest en 1959 sous le titre « Une femme à Berlin ». Ce document deviendra un livre de référence pour les historiens. En République démocratique allemande, il sera interdit comme injure contre les libérateurs. En Union soviétique, il n'existera tout simplement pas. Le silence officiel sera total pendant des décennies. Ce silence, d'un côté comme de l'autre, dit l'ampleur de ce que le journal décrit. Car ce que ce journal décrit, avec une précision d'horlogère, c'est ce qui se passe dans une grande ville occupée par une armée victorieuse qui n'est plus tenue en laisse. Les soldats soviétiques ne sont pas tous des monstres. La plupart sont des hommes qui ont traversé l'enfer, qui ont perdu des proches, qui ont faim, soif, envie de chaleur humaine après des mois de combat. Certains protègent les civils qu'ils rencontrent. D'autres, et c'est le sujet du journal, prennent ce qu'ils veulent. La nuance est importante, et les historiens sérieux la maintiennent. Mais les faits sont là, consignés dans des rapports officiels que Moscou recevra par les services de sécurité du NKVD. Les rapports du NKVD, adressés à Staline et à ses proches, ne laissent aucun doute sur l'étendue du phénomène. Plusieurs milliers de cas individuels de pillage, enregistrés par les officiers de sécurité sur le seul territoire de Berlin et de ses environs, en quelques semaines. Ventes forcées, vols avec violence, destruction gratuite, occupant un immeuble entier pendant des jours pour le vider de tout ce qu'il contient. Et, au-delà du pillage, ce que les historiens appellent pudiquement les violences contre les civils, c'est-à-dire les viols de femmes, d'adolescentes, parfois de très jeunes filles. Les chiffres exacts resteront contestés pendant des décennies. Les estimations vont de quelques milliers de cas à plusieurs dizaines de milliers pour la seule ville de Berlin sur les semaines qui suivent la chute du Reichstag. Aucune source fiable ne donne de chiffres définitifs. Ce qui est certain, c'est que les rapports internes du NKVD mentionnent déjà, dès l'été 1945, des dizaines de milliers de personnes affectées, et que les témoignages directs, recueillis plus tard par les historiens occidentaux, confirment l'ampleur du phénomène sans permettre une quantification précise. À ce pillage désordonné s'ajoute un pillage ordonné, méthodique, piloté depuis les états-majors. Les équipes spéciales de Zhukov, constituées dès l'entrée en Allemagne, ont vocation à récupérer ce que Moscou appelle les trophées de guerre. Musées, galeries, collections privées, réserves bancaires, dépôts industriels, tout est passé au crible. Des tableaux de maîtres anciens, des meubles d'époque, des bibliothèques entières, des machines-outils, des archives industrielles, des instruments scientifiques. Des wagons entiers partent vers l'Est, avec leurs scellés, leurs inventaires, leurs photographies. L'Union soviétique justifie ce transfert au nom de la réparation des dommages causés par l'agression nazie. La somme des destructions subies par le pays est de fait colossale. 27 millions de soviétiques morts, 1710 villes détruites, des dizaines de milliers d'entreprises anéanties. L'argument n'est pas sans fondement.
Mais il ne dit pas que ce qui part vers l'Est n'est pas seulement le patrimoine allemand, mais aussi le patrimoine que l'Allemagne avait elle-même spolié, et qui parfois ne reviendra jamais à ses propriétaires légitimes. Zhukov, lui, ne se contente pas de superviser les convois. Sur sa propre datcha, près de Moscou, on trouvera après la guerre un véritable musée personnel. Tapisseries anciennes, horloges de collection, armes de chasse à crosse d'ivoire, services de porcelaine, tableaux de maîtres flamands et hollandais. 70 caisses de pièces d'objets de valeur, selon les pièces de l'enquête qui sera ouverte plus tard. Le dossier dit que ces objets ne sont pas tous des trophées officiels. Une partie vient de saisies non déclarées, effectuées directement par les services du maréchal. L'affaire n'aboutira pas à un procès public. Elle coûtera à Zhukov sa place à Moscou, son commandement d'un district militaire et une longue période d'éloignement. Mais le motif réel ne sera pas le pillage. Staline supporte mal qu'un de ses maréchaux soit devenu plus populaire que lui. L'homme qui a pris Berlin est pour le Kremlin un danger politique. Le trophée devient un prétexte. Les autres généraux en font autant, à des degrés divers. Les camions de l'armée, réquisitionnés pour le retour vers l'Est, embarquent des ensembles de mobilier, des automobiles, des motocyclettes, des postes de radio. Le pillage n'est pas seulement l'affaire des simples soldats. C'est un phénomène qui traverse toute la hiérarchie. Rokossovski, lui, est plus discret. L'homme est prudent, il pense à sa réputation, à son honneur d'officier. L'ampleur de ses prises personnelles est sans commune mesure avec celle de Zhukov. Cette retenue ne l'empêchera pas d'être envoyé plus tard en Pologne, comme ministre de la Défense, une manière d'exil doré, puis rappelé à Moscou après l'insurrection hongroise. Il finira sa carrière comme général inspecteur et mourra en 1968, décoré, enterré le long du mur du Kremlin. La presse soviétique, pendant ces mois, ne dit rien de ce qui se passe à Berlin. Les journaux publient des reportages sur les libérateurs, sur les héros de la dernière bataille, sur les décorations remises Place Rouge. Les photographes officiels prennent des clichés de jeunes officiers souriants devant les ruines du Reichstag, de tanks couverts de drapeaux, de gerbes déposées sur les tombes des soldats tombés. La face sombre de la victoire reste hors champ. Les historiens soviétiques n'en parleront pas avant la chute de l'URSS. Quand le sujet sera abordé enfin, dans les années 90, ce sera pour minimiser, pour invoquer les excès individuels, pour rappeler les crimes allemands à l'Est, pour invoquer le caractère universel de la brutalité de guerre. Ce qui n'est pas faux, ce qui n'épuise pas la question, car la question reste ouverte. 27 millions de morts soviétiques ne donnent pas carte blanche à ceux qui, en mai 1945, ont fait subir à la population civile allemande ce qu'aucune hiérarchie militaire n'avait planifié, mais qu'aucune hiérarchie militaire n'a su empêcher. Les généraux ont été débordés. Staline a choisi de détourner le regard. Le Kremlin a fait de la victoire un récit de gloire, et de tout le reste, un non-dit qui dure encore. Berlin, ce mois de mai, paye pour les crimes du Troisième Reich. Mais les payants ne sont pas ceux qui ont conçu ces crimes, ni ceux qui les ont ordonnés. Ce sont des femmes, des vieillards, des adolescents, qui n'ont jamais porté l'uniforme de la Wehrmacht, qui ont souvent souffert du régime nazi avant d'en souffrir, et qui paient maintenant la note de la victoire. L'histoire ne donne pas de réponse simple à cette question. Elle la donne à voir, à travers les témoignages, à travers les archives, à travers les chiffres contestés et les silences prolongés des deux côtés. Elle laisse à chacun le soin de mesurer ce qu'il faut mesurer. Ce qui s'est passé à Berlin au printemps 1945 ne s'arrête pas avec la capitulation allemande. Cela continue, en silence, pendant des années, dans les corps et dans les têtes des femmes qui ont survécu, dans les chambres des enfants qui n'auraient pas dû naître, dans les maisons où l'on n'a jamais reparlé de ce qui s'est passé dans la cave de l'immeuble d'en face. Les conséquences démographiques sont visibles dès les premiers mois de l'après-guerre. Dans la partie orientale de l'Allemagne, les registres d'état civil montrent une chute brutale de la natalité. Moins de mariages, moins de grossesses déclarées. Des avortements, pratiqués dans des conditions sanitaires déplorables,
dont beaucoup laissent des séquelles définitives. Des femmes qui renoncent à avoir d'autres enfants quand elles ont survécu à leur premier accouchement. Et, parmi les nouveau-nés qui viennent au monde malgré tout, des enfants qui ne connaîtront jamais leur père. Ils grandiront avec le silence de leur mère, ou avec une vérité dite à demi-mot, qui leur collera une étiquette qu'ils n'ont pas choisie. Les historiens allemands parleront plus tard de victimes secondaires, une génération qui n'a pas connu la guerre, mais qui en a porté la marque, sans pouvoir la dire. Les conséquences psychologiques sont plus diffuses, plus longues à identifier. Elles ne portent pas encore le nom qu'on leur donnera plus tard, syndrome post-traumatique. Mais les médecins militaires des deux camps, comme les médecins civils qui recueillent les femmes quelques semaines après les faits, observent les mêmes symptômes. Cauchemars récurrents, réveil en sueur, crise de panique dans les lieux clos, incapacité à supporter le bruit des pas d'hommes dans un escalier. Des dépressions longues, que les traitements de l'époque, à base de barbiturique et de repos, soulagent mal. Des pensées suicidaires, parfois mises à exécution, plus souvent contenues au prix d'un repli sur soi qui durera toute une vie. Les historiens sérieux évitent aujourd'hui de parler d'épidémie. Ils parlent de traumatisme de masse, diffus, qui a marqué toute une génération de femmes allemandes et qui s'est transmis, par des voies familiales que l'on commence seulement à étudier, à leurs enfants, puis à leurs petits-enfants. Pendant ce temps, à l'Est, la version officielle de la victoire se construit sans la moindre place pour ce récit. La propagande soviétique érige Joukik en icône. Le maréchal devient une figure tutélaire, omniprésente dans les livres, les films, les défilés militaires. Ses mémoires et réflexions, publiés au début des années 70, deviennent un best-seller. Le récit qu'on y lit est celui d'un chef de guerre génial, dont la stratégie a permis d'épargner des millions de vies, et dont la seule passion, depuis le début, aurait été la victoire au service de la patrie soviétique. Tout ce qui pourrait ternir cette image est gommé. Les crimes commis par des soldats isolés sont renvoyés à la marge. Les violences de masse contre les civils allemands ne sont jamais évoquées. Quiconque, en URSS, tente d'aborder publiquement ce sujet, se voit immédiatement accusé de propagande anti-soviétique, de diffamation, d'atteinte à la mémoire sacrée. La question ne se pose pas. Elle ne doit pas se poser. Rokossovski, de son côté, ne connaîtra pas la même construction mythologique. Moins spectaculaire, plus prudent, il sera envoyé en Pologne comme ministre de la Défense après la guerre. Une manière d'exil doré, comme on dit, où les Polonais ne l'aimeront guère, le considérant comme un instrument de la soviétisation. Il reviendra à Moscou après l'insurrection hongroise, occupera des postes honorifiques, et mourra en 1968, emporté par un cancer, enterré, comme Joukov après lui, le long du mur du Kremlin. Du côté allemand, la mémoire de ces événements est tout aussi contrainte, mais pour d'autres raisons. En RDA, la parole publique est verrouillée par l'administration d'occupation soviétique. Il ne faut rien dire qui puisse embarrasser l'allié. La mémoire des violences de 1945 se transmet donc en creux, dans les familles, à voix basse, par les grands-mères à leurs petites filles, dans des conversations qui s'arrêtent quand un voisin entre dans la pièce. Le journal anonyme Une femme à Berlin, publié en Occident en 1959, fait sensation dans le monde entier. En RDA, il est interdit. En URSS, il n'existe pas. À l'Ouest, le débat fait rage. Témoignages authentiques ou pamphlets anti-soviétiques, manipulation de la guerre froide ou documents bruts sur ce que fait une armée victorieuse quand plus rien ne la retient. Le débat n'est pas clos. Il faut attendre la chute du mur, l'unification allemande de 1990, pour que le sujet devienne réellement dissible en Allemagne. Les archives s'ouvrent. Les témoins, vieillissants, acceptent de parler devant les caméras, devant les historiens, devant les commissions de recueil. Les mémoires sortent en librairie. Les documentaires se multiplient. Les mémoriaux dédiés aux victimes civiles de l'année 1945 sont inaugurés dans plusieurs villes de l'ex-RDA. Une nouvelle culture de la mémoire s'élabore, qui n'efface pas la culpabilité allemande pour les crimes nazis,
mais qui refuse de laisser ces crimes servir de justification aux violences commises contre une population qui, dans son immense majorité, n'en était pas responsable. En Russie, le sujet reste difficile. Pour la génération qui a porté l'idéologie de la Grande Guerre patriotique, parler des violences de 1945 contre les civils allemands, c'est trahir la mémoire des pères et des grands-pères morts à Stalingrad, en Biélorussie, à Koursk. C'est insulter le drapeau rouge hissé sur le Reichstag. C'est relativiser la victoire. La position dominante dans le débat public russe consiste à reconnaître des excès individuels, à les condamner moralement, mais à refuser d'en faire un phénomène de masse. Les historiens russes qui abordent le sujet le font avec précaution, parfois avec malaise, souvent en butte à des accusations de russophobie venues de la sphère publique. D'autres, plus rares, tentent un travail d'équilibre, en distinguant les responsabilités individuelles des responsabilités collectives, en refusant aussi bien la négation que la généralisation. L'historien britannique Anthony Beevor, dont les travaux sur la chute de Berlin ont fait autorité, range explicitement ces événements dans la catégorie des crimes de guerre à grande échelle. Sa démonstration s'appuie sur les archives militaires soviétiques, sur les témoignages, sur les rapports du NKVD. Le qualificatif fait débat dans la communauté historienne. Certains chercheurs, en Allemagne comme ailleurs, considèrent qu'il faut distinguer, dans l'analyse, entre les violences de la phase de combat, où la brutalité est consubstantielle à la guerre urbaine, et les violences de la phase d'occupation, où la victoire est acquise et où les violences cessent d'avoir une justification militaire, même atténuée. D'autres historiens considèrent au contraire que cette distinction est trop propre, et qu'elle tend à exonérer ce qui n'a pas à être exonéré. Le débat n'est pas clos, il ne le sera peut-être jamais. Ce qui frappe, quand on compare les deux mémoires nationales, c'est leur écartèlement symétrique. Côté russe, une mémoire héroïque, qui ne souffre pas d'être interrogée, parce qu'elle est le socle d'une légitimité politique qui ne date pas d'hier. Côté allemand, une mémoire du crime nazi qui a produit, au fil des décennies, une culture de la responsabilité sans équivalent dans le monde. Mais cette culture de la responsabilité n'a jamais pleinement intégré dans le récit public la souffrance des civils allemands en 1945. Longtemps, parler de cette souffrance, c'était risquer d'être accusé de relativiser la Shoah, de banaliser le nazisme, de réintroduire une victime là où il ne devait y avoir que des bourreaux ou des complices. Cette paralysie a commencé à se lever, lentement, depuis les années 2000. Elle n'est pas achevée. L'absence d'excuses officielles de la part de l'Union soviétique, puis de la Russie, pèse dans la durée. L'absence de reconnaissance pèse autant que les faits eux-mêmes. Pour les historiens allemands qui travaillent sur ce sujet, ce qui rend la blessure inguérissable, ce n'est pas seulement l'ampleur des violences. C'est l'absence de tout mot officiel, de toute enquête publique, de toute sanction des coupables, de tout dialogue historique sincère entre les deux peuples. Pendant des décennies, l'Union soviétique a exigé que l'on reconnaisse les souffrances qu'elle avait subies. Elle a refusé dans le même temps de reconnaître les souffrances qu'elle avait infligées. Au fond, ce que cette histoire raconte, ce n'est pas seulement la victoire d'une armée sur une autre. C'est ce qu'une guerre de 4 ans, menée sur le mode de l'anéantissement, fait aux hommes qui la mènent. C'est ce qu'un système qui mobilise la colère de tout un peuple, sans lui offrir ensuite les moyens de digérer cette colère, produit comme débordement une fois la guerre finie. C'est ce que le silence officiel, prolongé d'un côté, le refoulement public, prolongé de l'autre, finissent par léguer aux générations suivantes comme héritage. L'historien qui regarde ces événements depuis le présent n'a pas à donner de verdict moral. Il n'a pas à excuser, ni à accuser en bloc. Il a à nommer ce qui s'est passé, à en mesurer l'ampleur par les sources disponibles, à en montrer les causes, à en suivre les conséquences dans la durée. La guerre transforme les hommes en bêtes, quel que soit l'uniforme qu'ils portent. C'est le principal enseignement que l'on peut tirer de la tragédie de Berlin. Ce n'est pas un enseignement qui console, mais c'est un enseignement